Monsieur Castoriadis, vous êtes philosophe, et de plus vous êtes d'origine grecque. Aristote est peut-être le premier des grands philosophes à avoir posé clairement la question « qu'est-ce que l'être ?» Voilà une question qui pour vous n'est pas vraiment séparable de la notion de création. Et pourquoi? Oui, je crois qu'on peut partir de ce qu'on disait déjà. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'être du social historique et qu'est-ce que c'est que l'être du psychique? D'abord, ça se déploie sur un niveau d'être qui est inconnu ailleurs, inconnu en physique, en biologie, etc. Ce niveau, c'est le niveau de l'imagination et de l'imaginaire, c'est-à-dire des significations ou du sens pour la psyché, des idéalités, c'est-à-dire des objets qui sont extrêmement efficaces dans la société et ils ne sont pas perceptibles. Les gens se tuent pour leur patrie, par exemple, ou se tuent pour leur religion. Bon, ça, c'est pas biologique. Pourquoi ils se tuent? On dirait qu'ils ont été dressés comme ça. D'accord, ils ont été dressés, mais ils ont été dressés en fonction de quoi? En fonction d'une signification, qui est la signification patrie ou religion, et en fonction d'un système de valeurs et de normes qui dit que toutes les autres valeurs sont subordonnées à celles-là et rien n'a de sens si, par exemple, je ne sais pas quoi, les musulmans ou les chrétiens envahissent, ou les juifs envahissent notre pays, nous obligent à changer de religion, etc. Bon. Alors, nous avons donc là un niveau qui est propre et qui est même substantiel, si je peux utiliser ce terme, puisque nous voyons qu'il est l'origine de processus. Il est cause. Il devient cause de choses qui ne seraient pas sans lui, n'est-ce pas? Cause originaire. Cause originaire, cause irréductible. Bon. Alors, mais ça montre d'abord qu'en lui-même, dans ce niveau, nous avons constamment, ça ne veut pas dire à toute seconde, mais d'une certaine façon, nous avons de façon récurrente la création. Nous avons une nouvelle société qui apparaît. Nous avons la Révolution française, nous avons l'évolution actuelle de la société. Nous avons à un moment donné en Grèce l'émergence de la cité par rapport à la société homérique, quelque chose de très différent. Puis la création d'une cité démocratique, de la philosophie, de l'enquête rationnelle, etc. Tout cela, c'est des créations qui ne sont pas réductibles à autre chose. Mais ce niveau lui-même, nous ne pouvons le penser autrement que comme une création de l'être. C'est quelque chose qui émerge à un moment donné. On ne peut pas dire qu'en mettant ensemble toutes ces molécules, il y aura de l'humain, n'est-ce pas? C'est une condition nécessaire de mettre ensemble toutes ces molécules organiques, mais elle n'est pas suffisante. Nous sommes obligés de penser l'être autrement que de le pensait la philosophie héritée. Nous ne pouvons pas le penser simplement comme un système de détermination. Nous ne pouvons pas le penser comme un ensemble d'objets dont les relations et les propriétés sont chaque fois absolument fixées. Délimité, défini. Défini, délimité. Il y a au centre de la philosophie héritée, de la pensée héritée, cette idée qui est là, qui est explicitée d'ailleurs par les grands philosophes, aussi bien par Aristote que par Kant, par exemple. Dire de quelque chose qu'elle est, c'est dire qu'elle est absolument déterminée. Kant ajoute, par rapport non seulement à tous les prédicats donnés, mais à tous les prédicats possibles. Voilà. Alors, eh bien, nous constatons que, d'abord, l'être n'est pas déterminé en ce sens qu'il fait surgir de nouvelles déterminations, des déterminations qui ne peuvent pas découler de ceux qui étaient là auparavant. Et deuxièmement, que dans ce qui est ainsi créé, nous constatons, par exemple, dans le champ social, historique et psychique, que ces nouvelles formes qui sont créées, la forme société, par exemple, ou la forme psyché humaine, même socialisée, intrinsèquement sont telles que tout n'y est pas déterminé. Je veux dire par là, par exemple, je ne vais pas entrer dans la discussion du libre arbitre, mais je pense que la psychanalyse montre, et Freud le rencontrait aussi bien, que nous pouvons établir des enchaînements, des liaisons d'un élément avec un autre dans la vie psychique. Nous ne pouvons pas expliquer littéralement pourquoi un tel a développé telle névrose ou telle psychose. Nous ne pouvons pas expliquer dans une cure psychanalytique
pourquoi tel rêve vient à tel moment de la cure et pas à un autre. Nous ne pouvons pas interpréter intégralement un rêve. Il y a ce que Freud appelait l'ombilique du rêve, par où, disait-il dans une très belle phrase, les pensées du rêve se perdent dans la jungle de nos pensées inconscientes. Bon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et là je prends encore l'exemple aussi bien du social historique que du psychique, que dans tous les domaines de l'être, nous avons une dimension qui est une dimension de déterminité, de détermination, sans laquelle on ne pourrait rien dire, et qui correspond à ce que j'appelle la logique ensembliste identitaire. Pourquoi logique ensembliste? Parce que, précisément, dans la théorie des ensembles, on voit cette logique à l'œuvre de la façon la plus claire. Un élément appartient à un ensemble ou n'appartient pas à un ensemble. Entre un ensemble et un autre ensemble, il y a telle relation, il y a une application, comme on dit en mathématiques, ou il n'y a pas une application. Telle partie d'un ensemble présente telle propriété ou ne présente pas telle propriété. C'est une logique binaire d'une certaine façon. C'est une logique binaire, mais les choses ne changent pas si c'est une logique à multiplicité de valeurs, à condition que cette multiplicité soit finie. Et ça, Aristote le savait déjà. Il le dit dans la métaphysique. Bon, et les logiciens modernes aussi. Mais ce que nous avons précisément... Alors, cette dimension est très importante. C'est par exemple celle qui fait que l'être, en général, est à la fois chaos et cosmos. C'est-à-dire, il est à la fois irréductible à un ensemble de déterminations systématiques, il est stratifié, il est morcelé, le vivant n'est pas réductible au physique, le mathématique est à peu près partout présent, mais il est présent avec des degrés de pertinence différentes, mais ce chaos est aussi cosmos, c'est-à-dire il est monde, il est ensemble au sens abusif du terme, de processus, d'objets, etc., qui présentent une certaine organisation dont le déroulement est jusqu'à un certain point prévisible, sans quoi nous ne pourrions pas vivre, etc. Qui présentent donc des identités localisables. Qui présentent localement, qui présentent d'abord le moment de l'identité un peu partout, parce que s'il n'y avait pas ce moment de l'identité, nous ne pourrions rien dire. Si un mot cessait d'être lui-même pendant que je le prononce, et si l'objet auquel je le réfère cessait d'être ce qu'il est pendant que je parle de lui, sous les égards importants, n'est-ce pas, je ne pourrais rien dire, mais cette identité que nous utilisons dans le langage et qui se réfère aussi bien aux objets... C'est la dimension codée du langage. C'est la dimension codée du langage, et c'est une identité toujours relative, n'est-ce pas? C'est une identité quant à tel aspect. Bon, c'est pour ça que les philosophes classiques, Aristote puis Spinoza, non, une chose ne peut pas être elle-même et une autre au même moment et sous le même rapport. Mais ça précisément introduit la relativité, n'est-ce pas? Étant donné que le moment, finalement, je ne sais pas, il est sécable indéfiniment, étant donné qu'il y a une multiplicité des rapports sous lesquels on peut regarder une chose, nous sommes toujours obligés de spécifier sous quel rapport nous parlons d'une chose quand nous disons qu'elle est identique à telle autre chose ou qu'elle est semblable à telle autre chose, n'est-ce pas? Et cette dimension est là, elle est partout, elle est toute puissante en mathématiques, par exemple. Enfin, pas toute puissante, c'est une mauvaise expression. Enfin, elle se déploie en mathématiques. Omniprésente. Oui. Elle est omniprésente, elle est utilisée en physique, elle est même utilisée en sociologie. Si je parle d'économie ou si je parle des transports urbains, je sais que le métro partira à telle heure, qu'il y a tant de métros par jour, etc. C'est donc aussi une condition de la pensée technique. C'est une condition de la vie sociale. Et l'autre dimension, donc, c'est ce que j'appelle la dimension magmatique, parce que l'être est un magma, et la dimension qui n'est pas réductible à cela, et peut-être on peut le comprendre le plus facilement en prenant une création humaine comme la musique. N'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir de musique sans arithmétique. C'est absolument clair. Et quand Bach écrit une fugue, il calcule tout le temps. Cependant, la fugue, ce n'est pas ce calcul. Et une œuvre musicale, et même la plus échevelée ou la plus romantique, Chopin par exemple, la quantité de logique
qu'il y a dans une ballade de Chopin est absolument incroyable. Et c'est même une logique qui n'est pas consciente pour Chopin, qui est incorporée dans sa pensée musicale ou dans le mouvement de ses doigts s'il improvise, etc. Et en même temps, il y a autre chose. C'est autre chose, ce qui fait vraiment la musique, je ne peux pas le réduire à la dimension logique, mathématique, arithmétique qui est quand même toujours là, de même que je ne peux pas réduire un grand tableau à la géométrie des figures. La géométrie des figures est une chose, le tableau lui-même c'est une autre chose, et la sensation esthétique et plus qu'esthétique qu'il me produit, comme une grande musique, c'est tout à fait autre chose. Il y a donc ces deux dimensions dans l'être toujours. Il y a la dimension identitaire d'un côté qui nous permet quand même de vivre et de parler à la dimension, sur la dimension ensembliste, la dimension code du langage. Et il y a la dimension proprement créatrice, la dimension magmatique, qui est irréductible à la logique et qui pose chaque fois les, si on peut utiliser la métaphore, les axiomes, les principes, les formes, à partir desquels aussi un travail logique devient possible. C'est pour ça que je dis que la détermination essentielle de l'être, qui a échappé à la philosophie traditionnelle, c'est la dimension création. Et si on parle création, on parle évidemment aussi du temps. Je veux dire par là que la liaison intime qu'il y a entre l'idée de l'être et l'idée du temps ne peut être élucidée que si on introduit l'idée de création. L'être est temps, EST. Pourquoi? Parce que l'être est création, et la création elle-même scande un avant-après qui est autre chose que le temps spatialisé dont parlait Bergson. Le temps répétitif. Le temps répétitif, le temps qu'on peut mesurer sur les horloges ou par les tours du soleil ou des étoiles, etc. N'est-ce pas? Le véritable temps, le véritable avant et après, c'est le temps qui est scandé par l'émergence d'une nouvelle forme, d'une nouvelle eidos, comme on a dit Platon, dans notre sens, c'est-à-dire par la création.